Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo. Cette fois-ci, on arrive enfin à enregistrer un dimanche pendant ces finales de conférence qui sont, on va dire, surprenantes. Et on va y revenir dans le sujet du jour. Mais tout d'abord, je vais accueillir mes deux camarades du jour, à commencer donc par celui qui en ce moment adore relancer les débats internes et même externes d'ailleurs avec les auditeurs autour du DH20. C'est Ben. Comment ça va, Ben? On aime l'animosité qu'amène ce DH20. Non, ça va très très bien. Rien à dire. Voilà, ça va très bien. Eh ben, tant mieux. Autre camarade du jour, c'est celui qui commence à préparer ses petits papiers pour vous expliquer cet été pourquoi votre trade n'a aucun sens du point de vue du CBA actuel. C'est Tom. Comment va-t-il, Tom? Ça va très bien, Adrien. Ça va très bien, Adrien. Eh ben, ça va également, chaudement on va dire, mais ravi de vous retrouver donc pendant ces finales de conférence pour parler donc des surprises de cette année principalement, puisque oui, on va parler des Hawks et on va parler des Suns, les deux équipes qui ont déjoué les pronostics jusqu'ici, notamment ceux du début de saison, hein, et c'est justement là-dessus qu'on va se pencher. Donc comment est-ce qu'on passe du fond de la ligue jusqu'aux finales de conférence en quelques années, voire en une année? C'est le sujet de ce nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo. Donc messieurs, encore une fois, les résultats déjouent les pronostics, les nôtres compris, hein, on va être honnête. On se retrouve donc à l'heure de l'enregistrement du jour avec les Suns à une victoire des finales NBA, les Hawks à un partout face aux Bucks. Sauf que si on remonte à il y a un peu plus d'une saison, les Hawks étaient à 20 victoires, les Suns qui se qualifiaient timidement pour la bulle, et l'heure n'était pas forcément au plus grand optimiste, hein. On voyait des doutes ici et là sur les qualités de Booker, parfois de Trae Young. Sauf Alan, évidemment, qu'on salue, qui se délecte du retournement de veste de certains. Et voilà donc où on en est. On va donc commencer par l'Est, si vous le voulez bien, messieurs, et je vais vous laisser la parole avec ces Hawks, donc qu'on avait laissé à 20 victoires en fin de saison dernière, qui ont fait quelques signatures cet été. On peut citer Bogdanovic, Gallinari et Solomon Hill, notamment. Et on va commencer par là. Est-ce que on peut expliquer notamment certains de ces résultats de par ces trades, Ben, pour commencer? Tu l'as dit, je pense que vis-à-vis des Hawks, on leur doit un énorme mea culpa, parce que encore, alors à la fin de la saison dernière, après 20 victoires, on les voyait comme des cancres à l'Est. Même dans nos previews de saison, on les voyait très loin des playoffs, et alors à des années-lumière des finales de conf. Donc forcément, faut faire un mea culpa. Et je pense effectivement que on a peut-être sous-estimé la qualité de construction de l'équipe et vraiment la cohérence avec laquelle ils ont construit cette équipe. Alors cette équipe, elle a peut-être pas deux All-Stars, elle a peut-être pas un numéro 2 incroyable en dehors de Trae Young, mais je trouve qu'elle est très très bien construite. Si tu pars du principe que Trae Young est ton porteur de balle principal, et c'est le cas, c'est un des joueurs qui a le plus la gonfle dans ses mains NBA, qu'est-ce qu'il te faut à minima? Il te faut avec ses qualités de passe, il te faut des joueurs capables de réceptionner des lobes sur du pick and roll. Ils ont drafté un Collins, ils ont tradé pour un Capella il y a plus d'un an. Qu'est-ce qu'il te faut d'autre? Il te faut aussi des joueurs à l'extérieur qui sont capables de shooter, c'est intéressant. Et puis idéalement, il te faut aussi un deuxième porteur de balle qui peut servir à ça. On a ramené Bogdanovic, et puis il y avait les jeunes joueurs, un Hunter qui servira de 3&D un peu amélioré. Enfin bref, tout était extrêmement cohérent. C'est peut-être leur parcours qui est surprenant, on y reviendra. Je pense qu'il y a un facteur chance qui est indéniable. Alors quand on le met en avant, souvent on a l'impression qu'on enlève du crédit à la performance des Hawks. Pas du tout. C'est juste qu'il faut avouer qu'il y a certaines peut-être performances qui sont en accord avec ça. Et puis dernière chose, avant de laisser la parole à Tom, le changement Macmillan pour Lloyd Pierce, on n'y croyait pas. Enfin pour moi c'était une erreur, parce que Macmillan avait pas un passif de magicien. En l'occurrence, quand il est arrivé, il y a eu un changement peut-être de ton dans ce qu'on peut lire dans les articles, de méthode. Juste une stat, je voyais que les Hawks c'était une équipe il y avait très peu de mouvements loin du ballon sous Lloyd Pierce, très peu d'écrans loin du ballon. Ils étaient 28e en NBA avant l'arrivée de Macmillan, ils sont 11e maintenant, donc plus de mouvements. Donc pour répondre à ta question, un effectif cohérent, mais peut-être pas du niveau d'une finale de conf, je le maintiens. Pour toi, c'est la même chose, Tom? On commence par la cohérence de l'effectif avant tout? Ouais, c'est un peu pareil, hein. Après, les Hawks, c'est une équipe qui avait déjà un général manager qui a été plutôt décrié, hein, pour ses choix très francs à la draft. C'est-à-dire que c'est un GM qui ne draftait pas forcément à la value entre guillemets du pick. On se souvient qu'il a fait un move assez agressif pour aller récupérer Hunter. Il a fait aussi un move assez agressif pour récupérer Trae Young. Donc il a fait des choix forts en fait, ce GM là. Et
je pense qu'il était clairement sur la sellette, puisque en début de saison, on avait eu quelque chose qui était sorti, comme quoi, voilà, il avait la pression, il fallait qu'il joue les playoffs, d'où l'utilisation du cap space pour ramener énormément de joueurs qui, à l'époque, on se demandait si c'était pas du coup simplement des assurances, vu que voilà, il ramenait pas mal de joueurs qui étaient sur des postes, des joueurs que lui voulait développer. Et au final, ça leur a donné raison, puisque ils ont eu pas mal de problèmes de blessures cette saison, avec des fois les joueurs qui voulaient développer et aussi les joueurs qui sont signés. Et du coup, ils ont toujours pu garder le même environnement et un roster entre guillemets plutôt dense pour la saison régulière, qui a fait que du coup ils ont pu bien finir leur saison. Et puis Ben le disait aussi par rapport au changement qui a été opéré entre Lloyd Pierce et Macmillan. Faut pas oublier que cette équipe-là, elle a eu 2 saisons dans la même saison, parce que on peut beaucoup critiquer Lloyd Pierce, mais au final Macmillan, quand il arrive, il y a les blessés qui reviennent, et lui il peut composer avec un effectif en santé. Et aussi, autre chose qu'il faut pas oublier, c'est que Macmillan, on a toujours dit que c'était un coach entre guillemets de plancher, c'est-à-dire qu'il va permettre à ton équipe de récupérer les fruits bas entre guillemets sur l'arbre, et de permettre de limiter toutes les petites erreurs que tu peux avoir dans le profil statistique de tes équipes. Et le truc, c'est ce qui lui est reproché, c'est sa créativité offensive. Sauf que là, il a plus vraiment besoin de s'occuper de toute la créativité offensive, puisque l'identité offensive de cette équipe-là, elle était clairement définie, et avec des joueurs comme Trae Young et des ball handlers comme Bogdanovic ou encore comme Gallinari, et comme Ben l'a dit, des joueurs qui sont plutôt solides à l'aile, avec à l'intérieur des joueurs plutôt athlétiques. Est-ce que c'est pas, tu pointes du doigt un point qui me semble intéressant sur le plancher, c'est un peu une des leçons de cette saison, notamment à l'Est, et je pense évidemment aux Knicks en parallèle, où justement c'est les équipes avec un plancher assez haut qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, notamment après tu le disais avec l'avantage d'avoir un Trae Young qui lui te sert à augmenter ton plafond de lui-même. Est-ce que tu es d'accord avec cette constatation, Ben? Ouais, je suis totalement d'accord. Pour revenir par rapport au GM, c'est vrai que je pense qu'il a eu cette pression-là parce que c'est un proprio assez agressif aussi qu'on a du côté des Hawks. Le mec est arrivé en 2015, c'est un mec qui voulait avoir des équipes auparavant. Il a investi très vite, il avait mis 50 millions dans le centre d'entraînement. Enfin bref, il y avait une pression qui amenait du coup à ce que l'équipe, ce que le GM ait des résultats. Et c'est vrai que on en reparle beaucoup en ce moment parce que c'est une période où les coachs arrivent, les coachs partent, etc. On sous-estime toujours le fait que un coach vétéran, au moins t'as des garanties. Alors elles sont peut-être pas folles, mais Macmillan te donnait des garanties parce que t'avais des précédents et tu savais qu'il allait augmenter cela. Et c'est pas un secret, tu citais les Knicks, Adrien, Thibodeau, Macmillan ici. Toutes les équipes qui ont pu assurer cette saison sur ce fameux plancher avaient des coachs peut-être pas glamour. Alors c'était peut-être pas une embauche d'assistant super hype par Twitter qui ne sait même pas ce que va réaliser l'assistant, mais au moins c'était des garanties, ça t'amenait des garanties. Et clairement, je suis assez surpris moi qu'on ait peu de recyclage de coach du coup cette année, parce que en tant que front office, tu pourrais être amené à faire ça après ce qu'on a vu. Et d'accord avec ça, Tom, sur cet apport des coachs planchers, c'est vraiment le coach qui fait la bascule entre ces Hawks, parce qu'il faut quand même le dire, ces Hawks qui étaient à 20 victoires, qui font des acquisitions en début de saison. On était, la plupart des observateurs, nous compris, assez dubitatifs quant à la capacité de cet effectif des Hawks en gardant un Lou Williams, en amenant un Danilo Gallinari, à quand même franchir le cap jusqu'à se qualifier. Et bon, jusqu'au final de conférence, c'est encore plus surprenant. Je pense que c'est plus que le coach, je pense que c'est vraiment un tout, puisque voilà, il y a le coach, effectivement, il amène quelque chose, mais voilà, par exemple Bogdanovic qui fait entre la période avec Lloyd Pierce et la période avec Macmillan, quand tu regardes ses pourcentages de tir, c'est le jour et la nuit, tu vois, c'est le même joueur, mais c'est le jour et la nuit. Il shoot sur la deuxième partie de saison, il shoot à 45% à 3 points, Bogdanovic. Donc voilà, clairement, donc il y a des éléments qui ont fait que, je pense, qui ont clairement fait que cette équipe-là allait crescendo. Et puis faut pas oublier que c'est un roster qui est plutôt jeune, donc les joueurs progressent en fait pendant la saison. Et eux, ils ont eu une intersaison entre guillemets plus longue puisqu'ils ont pas fait la bulle. Donc tous les jeunes, ils ont pu entre guillemets progresser de façon incrémentale durant la saison, jusqu'à ce qu'à un moment tout clique d'un seul coup. Et puis on a l'équipe qu'on a maintenant, quoi.
Est-ce ils sont très impressionnants. Ouais, et est-ce que justement c'est pas un peu ça? Alors on refera le parallèle, on en parlera aussi avec les Suns. Ce bon moment entre guillemets pour les Hawks avec cet équilibre entre des vétérans dont on parle qui t'amènent un certain niveau, comme tu l'as dit Tom, qui sont pour certains sur des postes là où tu as tes jeunes pousses qui doivent progresser, donc ils sont là pour les encadrer. Bon, c'est un mot un peu valise, mais en tout cas pour les aider à progresser. Et puis tu te retrouves du coup avec ces jeunes, t'as pas trop mal drafté dernièrement, en tout cas tu avais ces role players qui étaient un peu autour, et t'as fini avec les vétérans à construire au bon moment, entre guillemets, cette alchimie là qui te permet cette année avec peut-être un certain facteur chance. Ben, je vais te laisser la parole à ce sujet-là, je sais que tu l'évoques de temps en temps. Toi à ce moment-là tu as la bonne équation là où d'autres équipes ont eu plus de mal. Ouais, c'est un cas d'école de fenêtre d'opportunité, c'est Hawks, je trouve, où tu es au bon moment entre tu as beaucoup de jeunes qui ont été récemment draftés, donc tu n'as pas à les payer, et le problème se pose dès cet été avec le cas John Collins. Tu as donc ces joueurs-là qui vont surperformer, parce que on le sait, pour créer une équipe dominante en NBA, une équipe qui va loin en playoff, c'est des mathématiques. Tout le monde a un salary cap. Il faut que tu aies des joueurs qui jouent au-dessus de leur contrat, qui surperforment sur leur contrat. Et un des meilleurs moyens d'avoir ça, c'est d'avoir des joueurs dans leur contrat rookie, parce que c'est là où tu peux faire de la marge de manœuvre, avoir de la marge, pardon. Et justement, cette marge-là te permet d'avoir une marge de manœuvre pour avoir un Gallinari à 20 millions, alors qu'en réalité, il ne vaut pas 20 millions. Mais tu peux te permettre d'avoir ça. Donc oui, clairement, ils sont au bon moment. Et en plus, moi, je trouve que ces Hawks-là, c'est aussi un peu un rappel, excusez-moi, parce que on a tendance, il y a des écoles un peu en NBA, l'école draft, l'école free agency, l'école trade, ça te prouve qu'il faut mélanger les trois, parce que alors certes ils ont Triangle à la draft, mais Bogdanovic qui est quand même le deuxième meilleur joueur de cette équipe, il arrive à la free agency, Capella qui est vital, il arrive via trade. Enfin bref, il y a tous ces joueurs-là, cette émulation-là, elle arrive par les trois voies possibles, donc ça leur permet d'avoir cette équipe-là qui est compétitive. Après sur le facteur chance, je vais pas, on pourra en discuter. On avait fait un épisode où il y a quelques mois, on avait parlé des meilleures équipes qui n'avaient pas pu gagner le titre, et j'avais expliqué que j'avais fait un espèce de tableau avec plusieurs stats clés qui se recoupaient au niveau des champions. Je me suis dit, parce qu'à un moment on parlera des favoris dans ce podcast, je me suis dit bon, tu vas le faire avec les 4 équipes qui restent pour voir en gros elles vont où. Les Hawks sont une anomalie totale. Enfin, les Hawks n'ont même sur la partie de saison avec Macmillan, les Hawks n'ont absolument pas le profil d'une équipe qui gagne. Et puis quand tu regardes dans ces playoffs, au niveau des statistiques avancées, ils sont dans le top 5 dans pratiquement aucune catégorie. Et c'est encore pire quand tu exclues cette série un peu bizarre contre les Knicks, qui sont plus une équipe de saison régulière. Donc les fans de Hawks vont s'énerver, mais c'est pas une attaque contre eux en fait. Il y a tout parcours d'une équipe en playoff. Il y a forcément un facteur chance à un moment. Je pense qu'il influe, mais ça reste une équipe qui nous surprend et qui m'a surpris personnellement. T'es d'accord avec ça, Tom? Anomalie, chance, est-ce qu'on peut faire aussi un parallèle avec le Heat de l'année dernière dans la bulle qui surprenait aussi avec, comme tu le disais, Ben, ces joueurs qui performaient plus que leur contrat, entre guillemets? Je pense que oui, on peut faire un petit parallèle, notamment sur la variété en fait des palettes et des styles de jeu que peut adopter cette équipe-là. Par exemple, on voit que c'est une équipe qui défensivement est capable de proposer, elle a de quoi proposer de la défense en switch, elle a de quoi proposer du drop classique, elle a de quoi proposer énormément de choses en fait cette équipe-là. Et quand tu vois de l'autre côté, c'est une équipe qui a des armes pour attaquer du drop, qui a des armes pour attaquer du switch. Donc du coup, c'est une équipe qui est entre guillemets plutôt match-up proof dans le sens où le coach a énormément d'options pour pouvoir du coup proposer des looks différents et bien s'adapter à l'adversaire qu'il peut avoir. C'est une équipe qui arrive à jouer quand même il joue à quoi 7-8 pour des playoffs, il joue à 7-8 voire 9 parfois. Donc c'est arriver en finale de conf et encore jouer avec autant de joueurs, ça arrive pas souvent dans la NBA. Ça prouve que tu es quand même top heavy puisque t'as un joueur, t'as ton meilleur joueur qui est vraiment au-dessus de tous les autres de ton effectif, mais toutes tes autres options en fait t'as pas vraiment de chute de niveau trop drastique qui te permet en fait de faire jouer énormément de gars en même temps. Après, faut dire que comme le dit Ben, il y a aussi une notion de match-up. Il a parlé, enfin, on peut peut-être faire le parallèle aussi avec le Heat,
qui l'année dernière, lui, t'as eu quand même pas mal de match-up qui lui allaient bien. Et puis là, les Hawks, ils ont quand même pas mal de match-up intéressants, puisque quand tu regardes globalement la faiblesse de cette équipe-là, et tu dirais que le point faible, du moins le talon d'Achille de cette équipe-là, ce serait la défense du backcourt avec Trae Young, Lou Williams, voire même Bogdanovic, qui sont pas forcément des défenseurs référencés, mais ils ont rencontré aucune équipe qui était capable d'attaquer ces joueurs-là de façon frontale et de faire du mismatch hunting. Et du coup, c'est pas, on peut pas, ils ont eu les résultats qu'ils ont eu. Ils ont pas pu être attaqués sur ces aspects du jeu, mais c'est pas non plus de leur faute, quoi. C'est sûr. Du coup, enfin, moi je trouve que c'est vraiment une équipe hyper étonnante. Et au final, peut-être que c'est peut-être une année, peut-être entre guillemets flouque, mais en même temps ils ont mérité d'être là. Ils ont mérité d'être là. Totalement. Non, moi je suis bien d'accord avec toi sur effectivement ces équipes qu'ils ont rencontrées qui n'ont pas les joueurs capables d'attaquer, comme tu disais, en un contre un, d'aller cibler un gars sur le backcourt. C'est vrai qu'il y a un facteur chance, mais du coup il y a du crédit, comme tu le disais, la capacité de proposer plusieurs profils. Il y a du crédit à donner à Collins sur ses playoffs. On en a déjà parlé tout au long de ces playoffs du profil de l'intérieur dont tu as besoin en 2021. Et c'est vrai qu'avoir Capella et Collins te permet de répondre aux deux gros schémas, on va dire, d'attaque intérieure contre qui ils ont dû batailler dans ces playoffs, où tu as un pivot plus classique à la Capella et un Collins qui est surprenant défensivement, plutôt bon sur ses playoffs et qui est capable lui de sanctionner à l'extérieur. Donc c'est cette capacité d'adaptation des Hawks, c'est à mettre à leur crédit aussi évidemment. Et par rapport à la comparaison vis-à-vis du 8, je trouve que la capacité des Hawks à gagner beaucoup de matchs serrés. Alors la semaine dernière, on nous a reproché de beaucoup axer ça sous l'angle Sixers, mais il faut aussi le mettre sous l'angle Hawks, où ils gagnent beaucoup de matchs serrés, ils font beaucoup de comebacks, et ça, typiquement d'année en année, ce sont pas des trucs qui se répètent souvent. Je me faisais réflexion, là, ils ont pas gagné un match de plus de 10 points sur les 2 derniers tours, je pense. Ils gagnent pas de match de plus de 10 points, et je suis même pas sûr qu'ils en gagnent un de plus de 6 ou 7. Donc c'est ça qui est un petit peu, c'est ce genre de truc où les fans du 8 nous avaient un petit peu beaucoup critiqué pour avoir insisté là-dessus, mais c'est typiquement quelque chose qui se reproduit pas. Après, pour peut-être aller plus loin, vis-à-vis du profil de l'intérieur, je trouve que les Hawks, ils nous apprennent quelque chose, c'est qu'on a un peu beaucoup fantasmé et mis en avant le 3&D en NBA. Ah, 3&D, faut shooter, tirer. Les Hawks te montrent que c'est devenu presque banal d'avoir ce genre de joueur-là, donc il faut que le 3 points n'est plus suffisant. Je renvoie à ce que j'avais dit par rapport à Bob Myers, il avait dit en playoff, tu sais faire une seule chose, on te sort du terrain parce que c'est trop facile. Tu analyses les Hawks, Bogdanovic, il met tous ses 3 points dans la deuxième partie de saison, mais c'est un mec qui peut porter la gonfle. Werther nous a montré sur le match 7 que c'est un joueur qui est capable de faire du pull-up à mi-distance, il a une panoplie. Capella peut-être en attaque est un peu plus limité, mais ça va être du screen et du pick and roll et de la finition. Collins peut shooter à 3 points, c'est un mec qui shootait pas à 3 points il y a 5 ans dans sa vie, il shoot à 3 points, il peut réceptionner des lobes, etc. Donc en fait, ils ont tous ces joueurs qui ont une palette différente et Trae Young qui est un peu le chef d'orchestre. Et ça, c'est très important. Les joueurs unidimensionnels, ça ne marche plus, je pense. Il y a un moment où ça marchait avec les LeBron, etc. Mais ça ne marche plus. Il faut que les joueurs fassent d'autres choses. Et les capacités de passe, on insiste, mais c'est très important. Quand ta règle c'est avec LeBron ça marche, c'est sûr qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est que forcément c'est pas le plus, tu dois pas trop t'y fier parce que tu vas pas avoir un LeBron à chaque fois. Du coup la transition est un peu obligatoire parce que tu parlais de ces fins de match serrés que remportent régulièrement les Hawks. Le Heat ça les a emmenés jusqu'en finale avec une certaine limite. Et en face des Hawks en ce moment se trouvent les Bucks. Les Bucks de Milwaukee qui sont justement un peu l'équipe inverse sur ce sujet-là, c'est-à-dire que c'est plutôt une équipe qui a tendance à mettre plus 20 en 3 quarts temps et à se reposer derrière et à garder son avance plutôt qu'à gagner des matchs clutch. Alors ça peut leur arriver, hein, on l'a vu alors sur différentes circonstances, mais on l'a vu dans la série face aux Nets. Mais voilà, on a quand même une opposition de style à ce niveau-là en tout cas. Donc il va falloir qu'on parle un peu de ces finales. Et Tom, je vais te laisser la parole. Comment tu évalues les chances des Hawks d'aller jusqu'au final NBA? Je pense que ça va être, pour les Hawks, je pense que ça va être un peu juste pour eux, puisque ils ont pas pour moi ils ont pas l'avantage du talent, même s'ils ont l'avantage entre guillemets de la palette, mais au bout d'un moment, il y a Seth Partnoy de The Athletic qui disait ça, en playoff, soit tu as des options, soit tu as des questions.
Et en fait, le problème c'est que au fur et à mesure que les adversaires deviennent difficiles pour les Hawks, mais ils commencent à avoir beaucoup plus de questions que d'options. Et même si ils peuvent jouer à beaucoup plus, ça revient au même, c'est-à-dire que tu peux proposer plusieurs looks, par exemple tu peux avoir plusieurs clés pour essayer d'ouvrir une serrure, mais au final si t'as qu'une seule clé qui ouvre la serrure, tes autres clés elles te servent à rien. Donc du coup, je pense qu'ils vont être un peu limités, même ils vont être obligés de refermer, et ça va attirer peut-être un petit peu plus d'énergie sur les joueurs majeurs, sachant que ces Hawks-là, globalement, je pense pas qu'ils pourront faire jeu égal avec par exemple le starting five des Bucks. Donc sur le match 1, il y a eu des choses vraiment très intéressantes, notamment sur la diversité et les ajustements qui sont obligés entre guillemets aux Bucks, puisque t'as Trae Young qui a entre guillemets démantelé la défense en drop de Milwaukee, enfin, plus ou moins démantelé, puisque il avait énormément de tirs ouverts, pas mal de flotteurs sur Lopez, et puis au final en deuxième partie de match t'as les Bucks qui se sont fait atomiser au rebond parce qu'ils ont commencé à tout switcher, et du coup sur les deuxièmes chances ils ont enlevé Brook. Voilà, voilà, ils ont enlevé Brook, et du coup, ils se sont fait atomiser sur les deuxièmes chances. Donc, je pense que ça va être vraiment une histoire de plan de jeu et de contenir un peu Trae Young, parce que tu peux battre. L'idée, en fait, c'est que je pense que tu peux laisser Trae Young te battre, mais en laissant Trae Young te battre, les Bucks, les Hawks ne te battront pas, en fait. Ce Trae Young, là où il est plus dangereux, c'est sur tout ce qui est diffusion que sur tout ce qui est menace en lui-même. Donc lui, il va continuer à scorer, il va prendre ses flotteurs, mais s'il prend ses flotteurs, toi ça te dérange pas, parce que il prend ses flotteurs, tu fais pas de faute, tu peux être au rebond, et surtout tu laisses pas d'espace dans ton dos avec les lobs pour Capella, pour Collins, ou même les cuts, les McGiddy cuts pour des gars comme Bogdanovic ou encore Gallinari, quoi. Donc c'est ça, c'est pouvoir avoir un plan de jeu où tu laisses Trae Young te battre sans pour autant qu'il puisse diffuser sur les autres, parce que là il devient vraiment beaucoup trop dangereux. Je t'ai vu opiner du chef, Ben, parce que c'est un propos que tu as déjà tenu, et effectivement là je récapitule un peu ce qu'on vient de dire autour de Trae. Il y a eu l'adaptation, donc il a gagné dans le match 1 entre guillemets, il a gagné en termes d'élévation de plancher des Hawks de plafond des Hawks par rapport à ce que proposaient les Bucks. Sur le match 2, on a vu les Bucks s'adapter et justement effectuer tout ce que vient de dire Tom. Je vais pas paraphraser. Ben, t'es d'accord là-dessus? Est-ce qu'on arrive à la limite du justement là où va pouvoir emmener le plafond Trae, et le plancher que les Hawks sont capables de proposer n'est plus suffisant pour battre une équipe comme celle des Bucks? Je pense, alors déjà les ajustements dans le match 2, je suis complètement d'accord. Le drop avec Lopez qui est un peu plus haut, les joueurs plus agressifs, ils sont longs les Bucks. Le fait qu'ils aient pas joué sur les lignes de passe sur le premier match reste pour moi un mystère. Quand tu es très loin et que t'as Giannis qui peut, avec ses bras interminables, qui peut gêner un Trae, etc. Ce qu'ils ont fait. Et là où je rejoins totalement Tom, je l'ai toujours dit, pour moi, il faut laisse Trae Young te battre. Trae Young reste un meilleur playmaker qu'un scoreur, je le maintiens. Les gens doivent se dire, il a marqué 48 points. Oui, mais il est tellement dangereux dans le playmaking. Laissez-le marquer, surtout que on y reviendra dans le DH20 avec plus de précision, mais Trae Young est un joueur qui apporte du spacing parce qu'il prend des shoots qui font peur. Pas forcément parce qu'il met les shoots qui font peur. Mais en fait, psychologiquement, le mec se dit, Trae Young a 10 mètres, je peux pas le laisser shooter. En fait, il en met très très peu comparé à des mecs comme Lillard. Curry ou Lillard, mais il les prend tout le temps. Donc il va faire très peur. Là où moi je me dis, alors, tu peux le laisser prendre son flotteur et tu peux mettre... moi, Trae Young à 10 mètres, je lui laisse prendre son shoot. Alors, il va le mettre une fois, la salle va exploser, mais c'est un shoot que j'accepte. Je fais pas de faute dessus, surtout. Le rebond sera certes peut-être long, mais sachant qu'il y aura probablement un pic, j'aurai déjà soit un Capella, soit un Collins qui seront plus dans la raquette. C'est un shoot que j'accepte. Ce qu'il faut pas accepter, c'est sur le pick and roll, laisser Trae Young dicter, faire ce qu'il veut, lancer le alley-oop, parce qu'en plus, quand il fait son flotteur et le alley-oop, c'est le même mouvement, donc tu sais pas ce qu'il fait, en fait. C'est ça qui est... Laissez-le marquer, en fait. Et est-ce qu'on atteint le plafond de Trae Young? Je pense qu'on atteint le plafond des mecs autour de Trae Young. Parce que la clé là maintenant, c'est est-ce qu'on peut créer de l'attaque à haut niveau sans que Trae Young soit tout le temps l'initiateur? Et je pense qu'ils sont pas capables. Mais dans les limites de Trae Young, il y a aussi, on en parlait un peu en off, mais du coup là, je vais le pointer là, les limites physiques de Trae Young. On en arrive au point, l'adaptation des Bucks avec la demi-aide à une passe et puis donc plus serré sur le drop, elle est pas punissable par Trae Young parce qu'il est trop petit.
comparé à par exemple. Tu peux pas faire ça contre Doncic. Voilà. Tu peux pas faire. Exactement. Donc on a effectivement ce côté-là, et c'est du coup par cette limite-là où Trae Young, bon, lui maintenant fait avec ce qu'il peut, avec ses outils, et là on en revient, comme tu disais, peut-être à la limite des seconds couteaux. Tom, t'es d'accord avec ça, ou est-ce que tu vois une étincelle de lumière du côté des Hawks? Non, je pense qu'il va peut-être un peu manquer d'essence s'il continue à jouer de la façon dont il joue en fait, puisque ça fait énormément. Enfin, Trae Young, c'est un des joueurs, comme tu le disais, Ben, sur les playoffs, qui a la balle en main le plus souvent. Quand tu prends le nombre de minutes où il a la balle en main par rapport aux autres joueurs de la ligue, il est vraiment très très haut dans ce classement-là. Il est numéro 2 et le numéro 1 c'est Doncic qui est sorti depuis 3-4 semaines. Ouais, donc c'est ça. Donc peut-être moi ce serait peut-être intéressant de le voir un petit peu plus utilisé en menace off-ball avec quelqu'un d'autre qui remonte la balle, puisque Macmillan, il y a des choses un peu assez intéressantes qui proposent, hein, tu vois. Les Sixers, ils avaient eu pas mal de mal à défendre ça, c'est-à-dire que t'as le pick and roll qui se joue, et t'as souvent un échange entre les deux joueurs côté faible qui amène du coup pas mal de lobes. Et ce serait bien de pouvoir changer en fait la façon dont le terrain est quadrillé pour les Hawks, et du coup d'avoir Trae Young qui se balade un peu sans ballon. Ça pourrait aussi permettre d'enlever Jrue Holiday sur le point of attack et de mettre un joueur qui entre guillemets moins mobile et moins entre guillemets pesky, tu vois, moins ténueux enfin qui est moins un virus directement dans le système. Donc essayer d'écarter le meilleur défenseur extérieur adverse pour pouvoir profiter en fait des décalages et du playmaking secondaire de gars comme Bogdanovic ou Gallinari, puisque la plupart de ces gars-là ils arrivent à créer des opportunités au scoring pour les Hawks, mais c'est surtout des choses individuelles, quoi. Il y a très peu de diffusion en fait. Après, c'est une des difficultés à affronter les Bucks, qui est une équipe qui est capable de s'adapter et qui t'oblige à redoubler d'efforts, et sur le défi physique, sur la longueur d'une série, évidemment, on pense aux Nets. Bon, il y a différents facteurs extérieurs, mais les Bucks ont cet avantage-là. Je sais pas, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, ou est-ce qu'on passe au parallèle avant de parler de pronostics et tout ça? On passe de l'autre côté à l'ouest, messieurs. Juste vis-à-vis des Hawks, peut-être, je pense que j'ai peur de dire que je leur vois pas de solution, parce que ça m'a pas réussi quand même sur ces playoffs. C'est pour ça que je le laisse à la fin, mais. Ouais, mais, par rapport à ce qu'a dit Tom, je pense il faut plus de traits loin du ballon, mais Bogdanovic est sur une jambe. Lou Williams, il commence à avoir compris que oui, c'est peut-être une bonne idée d'attaquer Lou Williams, même si on n'a pas le matériel pour ça. Après, qui peut avoir le ballon de leur côté? C'est ça, en fait, ils ont pas. On en revient à un des semi-problèmes, c'est-à-dire que quand Trae Young peut être en position de orchestrer toute l'attaque, Bogdanovic, il y a un bon Robin. Mais par contre, quand Batman est plus dans la ville, il peut pas assurer la sécurité Robin. Il y a une catastrophe au coin de la rue. Le parallèle comics est salué, est accepté. Du coup, basculons sur l'autre série, messieurs, une série qui est peut-être plus proche de sa fin, puisque donc à l'heure où on enregistre ce dimanche, vient d'avoir 3-1 pour les Suns face aux Clippers. Les Suns, une autre surprise de l'année, en tout cas on les voyait peut-être pas aussi haut, on les voyait peut-être moins bas entre guillemets que les Hawks, de par notamment leur off-season, leur intersaison plutôt réussie. Et là on va pouvoir retrouver des parallèles. Mais parlons tout de suite d'abord de cette série. Donc 3-1 pour les Suns, des Clippers vaillants malgré l'absence de Kawhi Leonard. Est-ce que à moins d'une catastrophe, a priori, les Suns se retrouveront en finale NBA, Tom? Ouais, je pense que oui. Remonter 3-1. Enfin, le problème c'est que les Suns, là, t'as vraiment l'impression qu'ils ont l'avantage de talent. Ils ont aussi l'avantage par rapport au point de vue santé, puisque les Clippers manquent d'une pièce très très importante. Il faut pas oublier que les Clippers, ils sortent d'une série en 7 puis d'une série en 6, et ils ont enchaîné tout de suite après. Donc je pense qu'ils sont un peu empruntés. Et puis les Clippers, ils ont la problématique qui il y a pas mal de joueurs qui ne peuvent plus jouer dans le roster. Il y a pas mal de joueurs qui peuvent plus jouer, donc du coup tu tires beaucoup sur la corde de joueurs qui sont pas censés jouer autant. Donc je pense que les Suns, je pense qu'ils vont s'imposer dans cette série. Mais le 3-1,
quand on regarde vraiment les 4 matchs qui ont eu lieu, c'est un peu sévère puisque j'ai pas l'impression en fait qu'il y a il y a un tel écart en fait entre les équipes, mais tous les money time pour l'instant tournaient à l'avantage des Suns. Et c'est peut-être pas un hasard. Et t'es d'accord Ben, à moins d'un catastrophe. Après c'est vrai que cette série, comme tu le dis Tom, elle est quand même très serrée. La diff se fait presque sur le match 1, les Suns qui gagnent sans Chris Paul, ça remet un coup sur les Clippers qui ont déjà dû endurer deux séries où ils étaient à 0-2 d'ailleurs. Donc ça devient compliqué pour eux. Mais ils sont vaillants, on peut pas totalement les enterrer, Ben. Ils sont surprenants. Et les Clippers, c'est indescriptible. C'est-à-dire que là, on était tous prêts à les enterrer. Enfin, quand on a la news de Kawhi, on les enterre. Ils passent la série contre le Jazz, on se dit bon, là les Suns en pleine bourre, etc. Ils se prennent 2, ils sont encore menés, ils en gagnent un autre. Ils sont vraiment incroyables et surtout ils sont vaillants. C'est vrai, Tom, on en parlait. Tom nous disait ça avant qu'on commence à enregistrer. C'est l'opposé de l'année dernière où ils étaient suffisants avec une équipe blindée. Là, on voit que il y a beaucoup de joueurs qui peuvent plus jouer ou qui ne peuvent pas jouer tout court. Je pense à l'ami d'Ilias, Luke Kennard, qui est parfois un petit peu limite. Et tu vois qu'il y a toujours ils sont vaillants. Alors je sais que Paul George se prend des montages où on met ces matchs à moins de 25% au tir. Ouais, c'est lancé qui sont eux par contre beaucoup plus critiquables, mais ils sont vaillants. Même un Reggie Jackson, Adrien, tu disais qu'il se transforme en Stephen Curry. Enfin bref, il y a tout, mais ils sont trop limites. J'allais dire les Bucks. Les Suns ils sont beaucoup trop profonds, beaucoup trop en forme, beaucoup trop de solutions. La confiance aussi. T'as vraiment la confiance. Marche sur l'eau aussi. Ouais, t'as vraiment t'as vraiment l'impression qu'ils sont très confiants ces Suns là, et puis je pense que c'est une confiance qui leur est conférée par leurs 9 victoires de suite en playoff. C'est quelque chose qui n'arrive pas, ça, tu gagnes pas Williams aussi 9 victoires de suite en playoff par hasard, et je trouve que ça se ressent quand ils approchent aussi du money time, hein. Ils ont des certitudes, il y a très peu d'à peu près avec cette équipe là, même sans Chris Paul, hein. Même sans Chris Paul, qui sont revenus vers des choses avec un Cameron Payne incroyable. Voilà, des choses auxquelles ils étaient vraiment très à l'aise, tu vois. Cameron Payne, Devin Booker excellent, au moins sur le match 1 et même sur le match 2 avant de se prendre le coup de tête de Beverly sur le nez. Voilà. Toujours dans les bons coups. C'est ça, donc, c'est une équipe qui, à l'image de sa saison régulière, hein, c'est une équipe qui, à l'image de sa saison régulière, ils ont commencé, ils étaient un petit peu moyen en début de saison. Il y avait pas mal de problèmes entre guillemets d'acclimatation avec le rôle de DeAndre Ayton, le rôle de Booker et puis Chris Paul, puisque l'équipe est devenue l'équipe de Chris Paul. Par contre, on a vu que sans Chris Paul, cette équipe-là, en fait, elle avait retrouvé des jambes, puisque là où en saison régulière, c'est une équipe qui est plutôt lente, un tempo plutôt lent, on fait attention entre guillemets à chaque possession. Là où quand il y avait pas Chris Paul, on a revu un peu l'équipe de la bulle, un peu insouciante, qui courait, menée par Campaign, du coup, qui avait beaucoup de courses, qui était beaucoup plus vive, beaucoup plus, qui cherchait beaucoup plus le chaos sur des shoots offensivement, et puis défensivement l'impact de DeAndre Ayton il est exceptionnel. Voilà, c'est comme j'avais dit on avait enregistré il y a 2 semaines. C'est un peu le joueur qui rentre dans la catégorie des intérieurs entre guillemets licorneux, avec des possibilités du coup d'être très bon en attaque et d'être très bon en défense sur tout type de profil. Et ça, c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui était insoupçonné en fait chez DeAndre Ayton, quoi. C'est sûr qu'il répond à beaucoup de questions. On en avait parlé dans un podcast en début de saison sur les nouveaux pivots de la NBA, sur les attentes autour de DeAndre Ayton. Mais avant de repartir là-dessus, je voudrais juste relancer Ben sur ce lapsus autour des Bucks à la place des Suns, parce que est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça dans ces Suns, dans cet effectif où ils sont, parce qu'on parle beaucoup de la signature de Chris Paul. Il y a un autre gars qui est arrivé cet été qui s'appelle Jay Crowder, et on a un Bridges qui est très embêtant. On en avait parlé quand on évoquait la série des Lakers aussi. Déjà en termes du défi physique que les Suns s'imposent, de Bridges, de Cam Johnson, ils ont des joueurs en défense, ils sont teigneux, pour reprendre l'expression de Tom. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de ça qui risque d'être fatal aux Clippers, c'est que ces Suns sont fatigants à la manière un peu des Bucks de l'autre côté? Totalement. Tu analyses mes lapsus, Adrien, c'est très freudien. Alors, effectivement, oui, il y a ce côté-là où je parlais des joueurs qui
qui doivent savoir faire plusieurs choses. Bah du coup du côté des ils ont moins cette problématique-là du côté des Suns parce qu'en attaque, ils ont des joueurs qui sont exceptionnels à la Booker, à la Chris Paul, donc ils ont un peu moins besoin de joueurs capables de faire plusieurs choses. Et effectivement, ils peuvent avoir des profils à la Bridges, à la Crowder qui sont très épuisants dans le défi physique. Tom parlait d'Ayton. Ayton dans le défi physique, c'est compliqué pour ces Clippers qui leur 5 idéal. On va dire que j'insiste beaucoup là-dessus, mais devait comporter Serge Ibaka et je maintiens que c'est une perte. Et Kawhi Leonard. Et Kawhi Leonard. La perte de Serge Ibaka est un peu sous-estimée parce qu'elle est gigantesque pour eux et on voit bien dans le match, du coup c'était le 4, Zubac joue beaucoup, ils seront dominés quand même. Donc il y a de ça aussi. Le défi physique est totalement remporté par les Suns. C'est là où une potentielle finale Suns-Bucks serait super intéressante. Et puis Tom parlait des fins de match. Je trouve qu'aussi une des différences majeures entre les deux équipes, c'est que l'attaque des Clippers, ça s'initie que sur du 1 contre 1 en fait. Ils ont pas d'autre solution. C'est Paul George qui prend la balle, c'est Reggie Jackson qui prend la balle et bon bah il peut se passer des trucs. Alors qu'il y a quand même, j'ai parlé à l'européenne, il y a des systèmes, enfin il y a des concepts du côté des Suns qui permettent à un Miles Bridges d'avoir une balle en fin de match, là où les autres c'est forcé, enfin c'est compliqué les fins de match du côté des Clippers. Après ouais, c'est aussi, je pense que ça c'est aussi par rapport au fait qu'ils ont beaucoup plus de menaces en fait là. Même si on peut entre guillemets parler de Michael Bridges et de Cam Johnson plutôt comme des joueurs qui seraient des talents dépendants, donc du coup qui ont besoin d'une source de balles pour être alimentés et être dans les meilleures conditions offensivement, c'est des joueurs qui ont un excellent jeu sans ballon. Michael Bridges, il est excellent sur tout ce qui est cut, pour driver même dans la raquette. Cam Johnson, c'est un joueur qui est très intéressant sur le entre guillemets le shoot, j'allais dire circulaire, mais enfin tout ce qui est shoot en mouvement, prise de balle en mouvement, un peu avec des mouvements un peu à la Duncan Robinson, avec la possibilité aussi lui de dribbler et d'avoir un petit one dribble pull-up, enfin, un dribble je peux shooter au-dessus. Donc ils ont quand même là où par exemple t'as peut-être Jay Crowder qui au contraire de ces joueurs-là et lui il est plus allergique à tout ce qui se passe à l'intérieur de la raquette. Eux ils ont pas peur en fait d'attaquer un close-out, de finir, et puis ce sont des joueurs qui sont longs et qui ont la possibilité aussi de finir par-dessus les joueurs qui les défendent, puisque les Clippers jouent petits, ils ont souvent l'avantage de tête de pouvoir déclencher au-dessus. Donc je pense que c'est quelque chose qui joue et du coup c'est une équipe qui, voilà, les joueurs ils sont bien dans leur rôle, ils sont confiants et il y a une vraie sérénité qui se dégage, il y a une vraie sérénité du coup qui se dégage de cette équipe des Suns, emmenée par un bon Chris Paul et un excellent Devin Booker. C'est des bons joueurs que tu viens de citer là, Johnson et Bridges, notamment de fin de chaîne, mais avec plusieurs options, pour reprendre un peu les propos de Ben, mais en fin de chaîne, donc avec le côté talent dépendant. Et justement la défaite des Suns illustre pas mal ça, c'est qu'ils se sont peut-être un peu entêtés sur snake tous les pick and roll et un peu moins utiliser leurs autres options, et c'est peut-être d'ailleurs plutôt bénéfique pour ces Suns d'avoir eu ce rappel, comme tu dis, après l'euphorie des 8 ou 9 victoires de suite auxquelles ils ont eu droit et qu'ils ont mérité bien sûr. Mais aussi il y a ce cas Ayton et l'absence, tu vois, tu parlais des absences, Ben, moi il y a quelque chose qui m'a frappé dans le match 3 notamment, c'est que les Clippers, ils devraient avoir dans leur line-up que t'évoquais, la line-up parfaite, la capacité de tout switch. Et du coup de pas être ciblé sur les pick and roll, sur les mismatchs. Et là ce n'est pas le cas avec l'obligation de jouer avec un Zubac, avec des joueurs plus petits, peut-être des fois avec donc des Beverly ou autres, et du coup ils se font chasser comme ça, et je pense que ça dérègle beaucoup leur défense, et c'est là où Chris Paul est très très bon pour appuyer là-dessus, et c'est là que c'est ce qui reste d'être fatal, et on voit DeAndre et Ayton qui explose grâce notamment à cette capacité là. Surtout je te laisserai parler, Tom, surtout le comparatif avec la série d'avant. Et en plus en fait c'est là où il est un peu violent du coup pour les Clippers. Et puis Ayton, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est il s'arrête jamais de courir en fait, Ayton. Donc du coup, il s'arrête jamais de courir, donc les petits décalages qu'il arrive à faire sur la course, malgré ce sont des joueurs plus petits. En fait, lui c'est juste t'as l'impression que c'est juste OK, il est plus grand que les autres mais il suit tout le monde à la course en fait. Et ça c'est vraiment un avantage, il a les mains pour attraper les ballons. Et surtout, c'est un joueur, ce que j'aime bien avec lui, c'est que, en fait, il travaille tôt dans la position. C'est-à-dire qu'il arrive à avoir ses cils très tôt. Et du coup, vu qu'il y a le cil, il y a le décalage, on sait qu'il y a des passeurs qui sont capables de lui donner le ballon. Donc, t'as toujours un moment, les Clippers qui veulent anticiper, du coup,
et ils créent des rotations sur un problème qui n'est pas encore là, et malheureusement ils se font punir par Chris Paul, par Devin Booker, qui ensuite arrivent à rendre leur décalage et leur pré-rotation obsolètes, et ensuite trouver DeAndre Ayton pour des positions très préférentielles face au cercle, quoi. Le gars, il y a presque 71 de true shooting sur la série, c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. En plus, il arrive à pop, il est aussi à droit là, mi-distance un peu sur cette série. Et puis aussi défensivement, il est très très bon. Il est pas sur les switches, comme tu le disais, il est assez vif sur les switches pour pas être totalement dépassé, arriver à recover, à quand même mettre des contests. Sur les aides aussi également, il est assez latéralement assez vif pour pouvoir venir amener l'aide et des fois pouvoir aller contester le shoot si jamais il y a le kick-out. Il est vraiment très intéressant. Et au rebond évidemment, où il fait un chantier monumental. Ouais. Avec pas mal de review contest aussi où il abandonne pas sur les plays en fait. Il abandonne pas, c'est-à-dire que même si se fait dépasser, il y a tout le contraire de ce qu'on a vu dans la série d'Utah, par exemple, où il y avait un joueur qui se faisait dépasser, où Rudy Gobert venait en aide, et du coup le joueur de Rudy Gobert n'était pas entre guillemets, il n'y avait pas de rotation pour que le joueur de Rudy Gobert soit pris par quelqu'un d'autre. Ben lui, il suit l'action, et s'il se fait dépasser, par exemple, il y a eu un switch, il se fait dépasser, ben il va rester entre guillemets avec l'action pour pouvoir revenir contrer par derrière ou gêner, puisque voilà, c'est le seul joueur entre guillemets grand de l'équipe, et du coup il sait que même si c'est pas sur lui qu'on attaque directement, le simple fait qu'il soit présent dans la raquette, ben c'est forcément très dissuasif en fait pour les Clippers. On salue le travail d'Ayton. On a parlé du coup de Cam Johnson, de Michael Bridges, qui sont aussi présents défensivement. D'ailleurs, il faut aussi le dire, Michael Bridges qui est en train de sortir les gadgets au bras là en ce moment. Et justement, du coup, on va pouvoir revenir à cet effectif des Suns, à cette construction, parce que là, voilà, on a parlé des joueurs qu'ils ont récupérés, des jeunes joueurs, donc Dayton, des Bridges et Johnson, la draft de Booker bien évidemment, et donc l'ajout de ce Chris Paul. Et est-ce qu'on n'a pas une nouvelle fois le même parallèle, Ben, de cette fenêtre, de cette alchimie parfaite au bon moment pour les Suns, une construction d'effectifs, voilà, ça s'est bien goupillé, aussi simplement que ça. Ouais. Ça fait aussi, je pense que ça met peut-être un coup à l'idée de timeline. C'est une expression, je trouve, qui obsède les fans NBA, surtout des jeunes équipes. C'est-à-dire que la timeline est sacrée. La timeline, il faut pas sélectionner ce joueur-là parce que la timeline de notre effectif, il faut pas ramener ce vétéran-là parce que la timeline. Sauf qu'en fait, pour moi, ça dans une NBA où ça bouge extrêmement vite, où tout bouge tous les 2 ans, c'est un concept un peu dépassé. Enfin, t'as la possibilité de ramener un meneur sur un poste où tu n'as pas vraiment de solution depuis 10 ans presque, enfin depuis la fin de Steve Nash. T'abuses quand même. Ils ont joué avec 3 meneurs pendant un moment. Oui, Dragic, Bledsoe, mais tu n'as pas une solution All-Star depuis plusieurs années dans une conférence où les playoffs c'est Damian Lillard, c'est Stephen Curry, c'est etc. Donc bon, peut-être pas cette année, mais voilà, si t'as besoin d'avoir une solution All-Star, tu as l'occasion de l'avoir, et c'est vrai que tout pour eux va bien. La petite différence, c'est qu'ils ont déjà payé leur franchise player avec un Devin Booker, mais tu as après tout un groupe de jeunes joueurs où effectivement tu les as pas encore payés, et là où c'est le bon moment en fait pour eux, c'est le parfait moment. Ce qui est bien dans les deux cas, c'est Travis Schlenk qui disait ça, le GM du coup des Hawks, le cœur reste quand même à 22, 23, 24 ans. C'est-à-dire qu'ils ont attiré ces jeunes joueurs, mais il n'y a pas eu de trade, en tout cas de jeunes joueurs majeurs de leur reconstruction pour voilà. Ils ont pas tradé Lavine, par exemple. Si je fais un comparatif un petit peu, ils ont pas tradé leur Lavine. Ils ont toujours le jeune groupe où tu te dis, du coup, alors certes, faudra payer, mais si les vétérans partent, bah, il y a toujours la possibilité d'en ramener d'autres, parce qu'en fait, le cœur est toujours là. Donc c'est vrai. Et c'est aussi comme ça que tu deviens attractif à la free agency, parce que c'est quand même assez surprenant, d'une certaine façon, que CP3 se retrouve à ce moment-là sur le marché et accepte d'aller dans cette équipe. C'est aussi peut-être par ça, parce que le fait que tu as réussi à garder tes jeunes joueurs là. Tom, est-ce que aussi le parallèle il se fait sur l'acquisition, on en parlait d'un Jay Crowder, sur les postes un peu de Bridges, de Cam Johnson, pour leur amener cette expérience là. Est-ce que voilà, on est sur le même schéma que du côté des Hawks, avec ces vétérans qui viennent compléter ce cœur jeune parfaitement au bon moment?
Ah ben clairement, hein, surtout que, enfin, c'est un peu Rick Gordon, c'est un peu la caution muscle de l'équipe de Phoenix, hein, parce que quand tu regardes Michael Bridges, il est très à l'aise pour tout ce qui est navigation à travers les écrans, mais c'est quand même un joueur qui manque un peu de puissance physique, voilà, qui manque un peu de puissance physique pour gêner les gros ailiers. Il va être plus à l'aise, par exemple, pour défendre un joueur comme Paul George que pour défendre un joueur comme Kawhi Leonard, qui est lui beaucoup plus puissant du haut du corps en fait. Et c'est là où il a bien gêné LeBron, hein, mine de rien. Ouais, mais plutôt par sa longueur. Et puis LeBron, enfin voilà, c'était pas le LeBron classique, c'était pas le LeBron classique. D'ailleurs, c'est dommage en fait pour cette équipe des Suns que, enfin, on leur reproche un peu la facilité des adversaires sur lesquels ils tombent. Si on peut faire par exemple le parallèle avec les Hawks, c'est une équipe qui, voilà, t'as personne qui a pu les attaquer sur le périmètre pendant tous les playoffs. À part peut-être le match, je crois que c'est le match 3 face aux Lakers, où je crois t'as Dennis Schroeder qui fait un gros match, et t'as Anthony Davis qui explose tout. C'est là où t'as vu les limites entre guillemets de ces Suns-là, mais t'as aucune équipe qui a pu les repousser dans le retranchement depuis ce match-là, quoi, à part les Clippers là depuis le début de la série. Mais globalement, c'est une équipe qui a quand même, d'un point de vue match-up, n'est pas tombé sur des équipes qui leur offraient du personnel qui allait forcer leurs attaquants à devoir travailler en défense. Et j'en parlais avant le début de l'épisode, c'est un équilibre difficile à trouver parce que on peut pas occulter le parcours pas facile, mais en tout cas avantageux des deux équipes, parce que on est obligé de le mentionner. Mais d'un côté, on peut pas rayer tout le travail qui a été fait par Monty Williams, par Macmillan, par les jeunes joueurs des deux effectifs. Donc en fait, c'est difficile parce que quand tu commences, si la balance elle est un petit peu, tu mets trop de poids sur un argument, tu te fais tailler parce que oui, mais chaque année il y a des blessures, c'est vrai. Mais là peut-être il y a des blessures qui sont anormales, on l'a dit, et il y a un calendrier, il y a un bracket qui les arrange, mais de l'autre, forcément, qui nous surprennent. Enfin, moi, les Hawks, je suis totalement surpris. Je suis surpris par les Suns. Mais les deux réalités existent, en fait. C'est pas antinomique. Est-ce que c'est pas aussi un des avantages de ce que tu disais juste avant, Ben, sur les cœurs de ces équipes qui sont autour de leurs jeunes joueurs? Et c'est quelque chose qu'on voit, c'est que ces équipes en bonne santé, entre guillemets, c'est parce qu'en fait, les joueurs sur lesquels ces équipes se reposent principalement, eux sont en santé parce qu'ils sont jeunes, en pleine force de l'âge. Alors aussi, effectivement, ils ont pas eu à jouer les playoffs. Ils ont l'année dernière, enfin la bulle, les Suns c'était là au début. Mais voilà, ils n'ont pas joué jusqu'au bout, donc ils ont eu des vacances. Et il y a aussi ça, c'est que les équipes qui ont eu des soucis de blessures, on parle des Lakers qui sont basés sur deux stars. Alors, il est pas très vieux Anthony Davis, mais en tout cas, il est injury prone, mais t'as LeBron, Anthony Davis. Les Clippers, c'est Paul George, Kawhi. Denver, Jamal, voilà, les Nets. Voilà, toutes les équipes qui ont eu des soucis, alors effectivement avec des facteurs explicables, notamment avec cette année particulière, mais sont des équipes qui étaient basées, et c'est pas une critique contre elles non plus, hein, c'est totalement un projet très viable, mais qui était basé sur des stars établies, là où ces deux équipes-là sont dans cette timeline-là, à leur top niveau actuel, autour de très jeunes joueurs. Est-ce que c'est pas là aussi un des grands avantages de ces deux équipes? Franchement, oui et non. C'est ça, je sais pas vraiment dans le sens où l'équipe des Suns, en fait, t'as l'impression que c'est l'équipe d'Orlando avec la star qu'Orlando n'a jamais eue. En fait, c'est l'équipe d'Orlando d'il y a quelques années avec la star qu'Orlando n'a jamais vue, tu vois, avec par exemple Devin Booker dans le rôle d'Evan Fournier. Donc moi, c'est vraiment en fait Chris Paul est arrivé t'avais énormément de role players qui étaient déjà prêts, puisque on parlait de GM un peu décrié les années précédentes. Il a été quand même assez décrié. Il y a eu 2-3 drafts. L'homme Jim Jones, il a quand même été assez décrié parce que il a fait le choix de prendre des joueurs qui fitaient plutôt que de prendre des joueurs qui avaient le plus haut entre guillemets plafond potentiel, alors que l'équipe ne gagnait pas 30 matchs, quoi. Bender, quoi. Non, mais même pas. Ça c'est même l'ancien régime. Ça c'est même l'ancien régime. Bender. C'est même l'ancien régime. Mais par exemple, quand ils prennent Eaton, ok, ça se défend. Même si bon, maintenant on parle beaucoup de cette draft là parce que c'est la draft aussi de Luka. 2018 c'est leur année là. Voilà, ils arrivent à transférer entre guillemets Zaire Smith pour récupérer Michael Bridges
easy quoi. Donc ça c'est un vrai choix qu'ils avaient fait, puisqu'à l'époque les deux prospects étaient entre guillemets, enfin là t'avais la caution entre guillemets plafond avec Zaire Smith, un peu joueur hybride, et t'avais la caution joueur plutôt âgé, Curtis Villanova, qui a déjà un rôle mais qui pourrait avoir un plafond limité avec Mikal Bridges. Il a fait le choix de Mikal Bridges. Ensuite la draft d'après, il trade down pour récupérer Saric, pour récupérer Saric, et du coup il draft Cam Johnson, qui voilà, lui aussi était l'un des meilleurs shooters entre guillemets de la draft, mais c'était aussi un joueur âgé qui avait des problèmes entre guillemets de dos. Il y avait pas mal de red flags sur sa condition physique et surtout sur son âge, alors que t'es limite fait top 10, t'aurais pu te dire l'équipe est loin entre guillemets dans la timeline, donc c'est pas la peine de prendre un joueur plutôt un role player, estampillé role player, puisque c'est ce qu'il est aujourd'hui, c'est un joueur estampillé role player. Essayer d'aller chercher l'upside et d'aller chercher un joueur qui peut se développer comme une future star, ou du moins une star ou un potentiel all-star quoi. Et tu as eu le pick de cette année du coup où ils ont pris Jalen Smith, du coup, qui est un peu un joueur hybride qui fit aussi le projet un peu de stretch big. Donc tu vois, c'est un joueur c'est un GM qui a fait des choix forts pour monter une équipe de basket avec ses tours de draft, plutôt que de créer une valeur spéculative qu'il pourrait ensuite échanger pour des joueurs qui sont déjà bons quoi. Donc là, il y a eu des vrais choix qui ont été faits, et c'est tant mieux pour eux que ça paie, puisque aujourd'hui les joueurs qui sont draftés sont tous entre guillemets inscrits dans le noyau de l'équipe, mis à part peut-être Smith qui n'a pas encore montré des choses, alors que Haliburton était encore disponible. C'est un rookie. Après, voilà. Après, effectivement, il y a cette draft, il y a cette confiance aussi, parce que pour faire ces choix-là, faut avoir confiance en le fait que Booker et Ayton, du coup, sont tes deux pièces centrales quand tu vas chercher les role players derrière. Mais il y a pas que ce facteur, Ben. On revient à ce que tu disais avec les Hawks au début. Effectivement, c'est ça qui t'amène aussi la possibilité de faire des signatures et des trades à la mi-saison pour compléter tout ça. Ouais. Quand Tom a parlé, j'ai pensé à deux choses. D'abord, la clé aussi, enfin c'est par rapport à la question que t'as posée à Tom, Adrien, la clé aussi c'est que ces deux équipes-là, entre leur 3e joueur et leur 8e joueur ou 9e, il y a peu d'écart en fait. Ouais. Il y a très peu d'écart. Alors que certaines équipes entre 3 et 9, on l'a vu en play-off, il y a un océan. Première chose, deuxième chose, comme tout le monde, c'est un peu on en parle souvent ici, comme tout le monde est uniquement dans le spéculatif, à dire que il faut drafter les potentiels, etc. Tu trouveras preneur en fait. Si tu veux drafter Kofit, c'est une aptitude qui est peut-être à contre-courant, mais beaucoup plus simple, parce que c'est des joueurs. Voilà, les franchises les fuient, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas qui ont beaucoup moins de valeur. Donc du coup, peut-être que t'es à contre-courant sur un court terme, mais t'as à vouloir être compétitif avec des jeunes joueurs plutôt que de se dire j'accumule les choix de draft. Bah en réalité, du coup, tu vas attirer plus de jeunes joueurs qui vont être prêts, et du coup, tu vas pouvoir plus maximiser leur premier contrat. Alors qu'un mec qui a un potentiel où tu sais que t'auras le maximum de ce qu'il est dans 4-5 ans. Ouais, sauf que dans 4-5 ans, tu dois déjà avoir pris une décision, est-ce que je vais le payer? Alors que là, les Suns, ils ont déjà des role players d'équipe qui gagnent le titre, alors que les mecs sont dans leur contrat rookie. Alors peut-être que Mikal Bridges, ça ne deviendra jamais un top 10 NBA tout court, ou même à l'aile, mais en tout cas, tu sais que c'est déjà un role player dans son contrat rookie. Et ça, c'est peut-être un truc à se dire, si je suis sûr d'avoir déjà ma superstar avec Devin Booker, que je peux me permettre de faire ça parce que j'aurai l'opportunité de ramener quelqu'un. Ouais, c'est une superstar role player, même une superstar quand tu prends les role players type que tu voudrais dans une équipe qui va loin en playoff, Mikal Bridges sur la liste, il est très haut placé alors que c'est un rookie. Ouais, non mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure un peu plus tôt dans le podcast sur si tu veux être compétitif, il faut qu'à un moment donné dans ton effectif, tu aies des joueurs qui performent plus haut que leur contrat. Quel meilleur profil qu'un rookie? Alors certes, du coup, il te faut un rookie avec une expérience, un rookie de plancher, on va dire, plutôt qu'un rookie de plafond, pour justement être ce type de joueur-là, puisque les rookies sont payés pour le moins dans la ligue, ce qui est normal. Donc forcément, mais pour ça, tu l'as souligné Ben, et c'est le point important, il faut que tu sois sûr d'avoir ton joueur de plafond avant. Ouais. Parce que si tu fais ça en permanence, tu deviens à chaque fois tu es moyen en fait. Tu n'as pas cette capacité d'élever ton plancher.
Mais après, enfin, dans la construction d'effectifs aussi, on en parle beaucoup, mais par exemple sur le marché des joueurs au minimum, on sait bien que le marché des joueurs au minimum, c'est du hit or miss. Eux, tous leurs joueurs au minimum, ils ont quand même des joueurs au minimum qui ont été importants pour eux cette saison. Tu vois, Campaign, Étoile Mort et Uncle E. T'as Blunton Galloway qui était aussi au minimum. T'as Torrey Craig qu'ils ont récupéré, on ne sait pas comment, qui était pas assez bon pour les Bucks, et eux ils le récupèrent, il a des minutes dans la rotation. Dario Saric, il est pas au minimum, ils ont bien pu gérer la prolongation en lui proposant un nouveau rôle, un peu de point center, un peu de plaque tournante défensive en sortie de banc. Donc au final, c'est là où par exemple, là où t'as des équipes qui se contentent de monter un 5 majeur et d'essayer de trouver des pièces interchangeables pour toujours jouer avec au moins 2-3 joueurs du 5, eux ils ont carrément monté un roster complet, et ils ont du coup la dualité de pouvoir faire des choses interchangeables, mais aussi de totalement changer de look en fonction en fait de l'adversaire et en fonction de ce qui marche. Donc là encore, si on fait un parallèle encore entre ces deux équipes-là, c'est vraiment la notion de palette et d'options que le coach peut avoir en fait en fonction d'un adversaire à un moment donné. Et pour terminer ce parallèle, puisqu'il nous reste 5 minutes de podcast, il y a les perspectives d'avenir, parce que au-delà de on a parlé de ces finales de conf, du court terme, de peut-être éventuellement une de ces équipes peut être championne NBA, peut-être qu'on mettrait un peu plus une piécette du côté des Suns. Les Suns ont le profil. Si je peux juste te couper sur tes stats, sur mes stats, les Suns, j'ai été surpris, ils sortent très très bien. Donc voilà, bon, ils ont probablement, je pense que chez tout le monde, ils ont une meilleure chance. Bah déjà, ils ont une plus grande chance d'être en finale NBA tout court, hein, vu qu'ils sont ils sont à 3-1. Mais si on parle moyen terme, admettons qu'aucune de ces deux équipes ne gagne, que par exemple, disons que c'est les Bucks les champions. Quels sont Ça m'arrangerait, j'ai mis un peu d'argent sur les Bucks après le match 1. les choses sont dites. Donc quelles sont les perspectives, puisque justement on vient de l'évoquer, les joueurs au minimum, les joueurs en contrat rookie qui performent un niveau disons supérieur par rapport à leur contrat, mais en tout cas un niveau attendu de role player. Ça c'est un modèle qui est difficile à maintenir dans le temps, puisque tu finis toujours par arriver à un moment où il faut payer ces joueurs qui ont surperformé entre guillemets. Ils vont demander légitimement de l'argent supplémentaire par rapport à leur apport sur le terrain. Tu parlais des campaigns par exemple, mais aussi des rookies qui arrivent en fin de contrat, donc Collins pour prendre un exemple du côté des Hawks, pour qui on est un peu plus optimiste. On a aussi Chris Paul qui vieillit d'ailleurs du côté des Suns avec son contrat. Que va-t-il en faire pour les saisons qui arrivent? Pour qui est-on le plus optimiste, messieurs? Pour l'avenir, bizarrement, je suis plus optimiste pour les Suns, tout simplement parce qu'en fait, j'ai plus confiance dans le noyau pour aller plus haut, même si Chris Paul baisse de niveau, en fait. C'est-à-dire que ils ont comment dire, les role players sont déjà au niveau max de ce que tu attends de role players, et je pense qu'ils peuvent même aller plus haut. Après, le match 1 face aux Clippers t'a plu, quoi. Ah, clairement. Après, moi, ce qui va faire la différence, je pense que entre ces deux équipes-là, ce qui va faire la différence, c'est vraiment la capacité du proprio à mettre la main dans le porte-monnaie pour conserver une équipe forte et de payer tout le monde. Parce que moi, je pense pas que les joueurs doivent faire des efforts pour rester dans l'équipe, tout simplement parce que ce sont des millionnaires qui sont payés par des milliardaires. Donc, pourquoi ce serait à eux de faire l'effort? Oui. Et chacun gère sa carrière, évidemment. Je suis un peu comme toi, un peu plus optimiste sur les Suns que sur les Hawks. Ben, comment tu le vois? Pareil, même si encore une fois, je pense que le proprio d'Atlanta tout ce qui est mis en avant depuis qu'il a repris la franchise pourrait laisser entendre qu'il serait prêt à mettre de l'argent. Après, je suis moins inquiet par rapport aussi parce que je pense que les Suns sont peut-être moins adossés à leur profondeur que les Hawks à l'heure actuelle. Ouais. C'est-à-dire que je pense que avec le noyau Booker, Ayton, Bridges déjà te met bien en fait. En réalité, là où s'il faut sortir un trio du côté des Hawks, ça serait forcément Young, Collins, Werther, si tu prends que les jeunes. Hunter. Et déjà, il y a beaucoup plus de questions, en fait, sur ce trio-là. Après, le truc, c'est avec les Hawks, avec le noyau en tant que tel, je pense ils ont les moyens, en fait, de bouger, ils peuvent prendre un joueur du noyau, plus un joueur, sur un contrat, par exemple, Bogdanovic, ou, peut-être, Gallinari,
pour aller chercher un package pour un autre joueur qui serait plus haut, quoi. À 20 millions pour Gallinari, il faut trouver quelqu'un. 20 millions Gallinari, il faut trouver un pigeon. Non, c'est-à-dire que tu peux utiliser, par exemple, je sais pas moi, tu peux utiliser un joueur du Yonkor, entre guillemets, pour essayer d'aller récupérer une pièce qui serait un peu meilleure. Tu vois, il y a moyen terme Gallinari en fin de contrat. Qui te matcherait juste les salaires. Là où, par exemple, ils ont beaucoup moins de salaires les Suns ont beaucoup moins de salaires, entre guillemets, à transférer, puisque parce qu'il est concentré. Voilà, c'est ça, c'est concentré. T'as Chris Paul, Devin Booker, donc ces gars-là, ils bougeront pas. T'as les nouveaux contrats, du coup, potentiellement de campaign s'il leur signe, du moins si les autres équipes lui posent pas beaucoup plus, où t'as Bridges et aussi Ayton. Mais au final, toi, les deux seuls salaires intermédiaires que tu risques d'avoir, ça va juste être Darius Saric qui a environ 7 millions et Jay Crowder qui a environ 9 millions. Et quand tu prends ces joueurs-là et le prix qu'ils sont payés par rapport à la production qu'ils ont, bon, au final, est-ce que ça vaut vraiment le coup de te séparer de ces gars-là pour aller chercher juste un peu mieux mais beaucoup plus cher? Donc ils ont peut-être beaucoup moins de marge de manœuvre pour pouvoir échanger des pièces. Là où donc la base Suns, tu vas être obligé de rester dessus, mais tu fais plus confiance. Ouais. Là où celle des Hawks, t'as peut-être plus de marge de manœuvre et t'as moins confiance sur cet effectif en l'état, on va dire. Après, la marge de manœuvre de celle des Hawks, moi je suis un petit peu dubitatif parce que tu sais forcément que quand tu prolonges tes jeunes dans un contrat rookie, tu les surpayes souvent, en tout cas tu les payes sur du potentiel et c'est à double tranchant. Donc je sais pas, enfin avoir un pléthore de role-players. Toute façon, on l'a dit, ce modèle d'équipe-là, il tient pas dans le temps. C'est-à-dire que c'est une fenêtre de 1 ou 2 ans, et ensuite tu te dis, soit je conserve l'effectif tel quel, et on devient sur des situations, en fait, je m'appose un plafond de verre, bien souvent, soit je garde 2-3 éléments, et ensuite je me dis, qu'est-ce que je fais à partir de là avec des vétérans? Je reste persuadé que la première solution est meilleur parce que la deuxième t'amène à surpayer des joueurs que t'as vu grandir. C'est ce qui arrive du coup à Miami cette saison, où l'année dernière ils avaient de la production peu chère entre guillemets entre Kendrick Nunn, Duncan Robinson, Tyler Hero. Bon, Tyler Hero il va toujours rester peu cher entre guillemets, mais t'as les Duncan Robinson, les Kendrick Nunn qui en demanderont un nouveau contrat, t'as la prolongation et la team option sur Dragic, sur Iguodala, t'as le cas Oladipo, puisque Oladipo est toujours dans le roster, qu'est-ce que tu fais avec ces bird rights, tout ça. Donc au final t'as pas mal de questions, sachant que tu dois aussi prolonger, t'as la possibilité de prolonger Jimmy Butler et aller dans une direction ou l'autre peut-être provoquer des dégâts qui seraient peut-être irréversibles, quoi. Donc, en tout cas un changement d'air. Mais voilà pour les questions à moyen terme. Je voudrais que pour conclure on retourne à très court terme et que justement, comme j'avais dit, on parle un peu pronostic. Bon, ça nous a pas réussi jusqu'à présent dans ces playoffs. Tu insistes, Adrien. Mais évidemment, j'insiste. Mais surtout j'insiste à l'est parce que bon, à l'ouest, bon, a priori les Suns devraient je pense qu'on est d'accord. Les Suns vont aller en finale. Après le champion, on aura le temps de refaire d'autres podcasts entre temps. À l'est, est-ce que les Hawks peuvent le faire? Je vais plutôt la formuler dans l'autre sens. Est-ce que les Bucks peuvent perdre cette série? Ils peuvent la perdre, hein, ils peuvent la perdre, mais je pense pas qu'ils la perdront. Simplement parce que, enfin, après, c'est vrai que faut pas surréagir non plus au match 2, hein, puisque le match 2, les Hawks ont fait tout ce qui, toutes les erreurs que tu dois avoir. Ils mettaient pas les shoots. De l'autre côté, t'as les Bucks, ils mettaient tous les shoots. Et surtout, ils ont perdu un camion de ballons, les Hawks. Le troisième quart-temps, les Hawks ont lâché. Totalement, même le deuxième quart-temps, ils prennent 40 points dans le deuxième quart-temps. Enfin, je pense que la vérité de cette série-là, elle est entre les deux. Mais je pense que même sur le match 1, qui était serré, les Bucks étaient bien en dessous de leur niveau classique, quoi. Peut-être que un peu emprunté dans les matchs. D'ailleurs, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais les Hawks, ils sont à 3-0 hein, sur les matchs 1. Ils ont gagné tous leurs matchs 1. C'est incroyable. Ils ont gagné tous leurs matchs 1 depuis le début des playoffs. Donc je pense pas que les Bucks perdront sur la je pense que Trae Young va se fatiguer et puis même si Bogdanovic il a l'air un peu mieux, tu sens qu'il est quand même un peu gêné et que il faudra trop compter sur des joueurs un peu question. Même chose Ben, j'imagine. Ouais, les Bucks ils perdent.
j'ai l'impression de répéter ce que j'ai dit on a dit il y a 2 semaines et demie avec les Sixers, mais ils perdent le match. Il y a quand même ils sont à +9 à un moment dans ce match. Les Bucks, deuxième quart-temps, incroyable, tu fais rentrer Jeff Teague, pourquoi on sait pas, tu prends 8 points de Trae Young en 50 secondes et le match est à nouveau relancé. Enfin, c'est des petits détails comme ça qui, je pense, n'iront plus dans le sens je pense pas que Jeff Teague reverra le terrain par exemple, ou en tout cas il devrait pas. Donc je vais prendre les Bucks. Giannis a été très incisif, très tranchant, il a compris qu'on pouvait pas l'arrêter. Ils feront peut-être pas un match comme le match, ils vont peut-être pas reproduire le match 2 niveau adresse, mais je pense pas qu'ils reproduisent le match 1. Et si tu me mets le truc entre les deux, Tom, le entre les deux, ils gagnent le match, je pense. Donc je mettrai les Bucks, mais j'ai peur de dire ça. J'ai quand même très peur. Moi je suis un peu comme vous, mais ce qui me fait peur dans le entre les deux, comme tu disais, c'est que les Bucks ont malgré les changements toujours ce profil d'équipe qui a besoin la plupart du temps de mettre l'équipe adverse derrière avant le clutch. Oui. Il faut que ton match soit plié avant les 2-3 dernières minutes, que t'es soit genre plus 15 plus 20. Voilà. Allez, 10-15 si t'es gentil, mais en tout cas voilà, il faut que t'aies une avance confortable, parce qu'une fois arrivé dans le clutch, ces Hawks, comme les Suns dont tu parlais un peu juste avant, sont en confiance, et en plus le profil, on revient à cette capacité de pull-up qui dépend du côté des Bucks plus de Middleton et de Jrue que de leur star qui est Giannis, là où du côté des Hawks tu as Trae Young. Donc effectivement, mais comme la série d'avant avec les Sixers, on voit pas comment ils vont la perdre, mais il existe un monde où la finale NBA. Après ils sont pas coachés par Doc Rivers. Donc, c'est vrai. Allez, c'était la cartouche de fin. Non, c'était gratuit. Pour Doc Rivers, on va pouvoir conclure. Ancien joueur d'Atlanta, Doc Rivers. D'ailleurs. En plus. Ah, c'est peut-être un complot. On finit sur les Illuminati. En tout cas, un épisode sur lequel je pense qu'on va forcément avoir envie de revenir à l'issue des finales de conférence. On va avoir des réactions. Merci tous les deux, merci Ben, merci Tom. On espère que cet épisode vous aura plu. On vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là, bien entendu. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver un peu partout maintenant, votre plateforme de podcast préférée, sur YouTube, également sur Twitter, si vous voulez échanger sur YouTube quand le logiciel veut bien. C'est voilà. Modulo, souci technique. Mais normalement tout ira bien sur YouTube cette semaine, on l'espère en tout cas. Et c'était un vrai plaisir. On vous donne vite rendez-vous pour continuer de parler de cette fin de playoff NBA. Bon courage pour le sommeil pour certains, que vous soyez de la team couche-tard, mon équipe à moi, ou de l'équipe de Tom qui se lève un peu plus tôt. Ça devient dur, mais on tient le bon bout. Donc passez tous une bonne semaine. Merci messieurs, et à la semaine prochaine. Salut les gars. Merci Adrien. Salut. Salut.